Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. 2 ans de prison avec sursis, 10 millions d'amende, 900 millions confisqués. Le verdict dans l'affaire Ousmane Guiro est tombé tard dans la nuit et satisfait pleinement la défense. Nous ferons le point avec Jean-Emmanuel Ouedraogo. La fête de la musique, 33e édition, est célébrée aujourd'hui à travers le monde. Les artistes musiciens burkinabés sont au rendez-vous de cette journée qui leur permet d'évoquer les préoccupations de leur art. Bienvenue au journal. Le verdict de l'affaire Ousmane Guiro est tombé tard dans la nuit. L'ex-directeur général de la douane écope de 2 ans de prison avec sursis et 10 millions de francs d'amende. En outre, la chambre criminelle de la Cour d'appel ordonne également la confiscation de 900 millions de francs sur la somme d'1 milliard 900 millions retrouvés dans les cantines appartenant à Ousmane Guiro. Reportage Jean-Emmanuel Ouedraogo. La chambre criminelle, statuant publiquement contradictoirement en matière criminelle et en dernier ressort, vu les articles 156 du Code pénal, 37 du Code des douanes, en répression, le condamne à une peine d'emprisonnement de 2 ans assortie du sursis. Le condamne en outre à payer la somme de 10 millions de francs à titre d'amende. Ordonne la confiscation des objets saisis à hauteur de 900 millions de francs, outre les devises étrangères. Au bout de la nuit, après 6 heures de délibéré, c'est un verdict au goût de victoire pour l'ancien directeur général de douane et ses conseils. Nous estimons que cette juridiction a statué en toute liberté. C'était l'essentiel pour nous. Nous pensons avoir été compris au moins à 80-90%. Guiro était coupable de tous les crimes de la terre. Aujourd'hui, il a eu l'occasion de s'exprimer. La justice l'a écouté. La justice a rendu la décision qu'elle semblait bonne pour lui. C'est tout ce que nous pouvons dire à présent. Comprenez-nous, nous sommes également un peu sous l'émotion. Ousmane Guiro repart libre. Le jury reconnaît sa culpabilité pour les faits de corruption, mais celle-ci porte sur la somme de 900 millions de francs CFA. L'ancien directeur général des douanes est également reconnu coupable de violation de la réglementation des changes, mais le jury retient des circonstances atténuantes, l'accusé ayant plaidé l'ignorance. En revanche, l'accusé est blanchi totalement du chef d'accusation d'enrichissement illicite. La partie civile réclamait 500 millions de francs CFA au titre des dommages et intérêts au profit de l'État. Elle est tout simplement déboutée. Du côté du parquet, qui réclamait 10 ans de prison et la saisie de tous les biens de Ousmane Guiro, à l'exception de son domicile, c'est la grise mine. Je n'ai pas été suivi. Ça arrive qu'on ne soit pas suivi, ça peut arriver. Maintenant, nous, on va aviser. Okay? Toutes les parties ont 5 jours pour se pourvoir en cassation. Jean-Emmanuel, bonjour. Bonjour, votre frère Bazi. Alors, vous avez suivi ce procès de bout en bout et le verdict a été rendu hier nuit, tard, vers minuit. Est-ce que ce verdict-là constitue une surprise pour vous? Votre frère Bazi, ce qu'on peut dire, c'est que ce verdict est une surprise pour celui qui n'a pas suivi le procès. Nous qui avons eu la chance de suivre ce procès depuis son début, on a remarqué tout de suite que la défense a toujours été en position de force. Parce que du côté de l'accusation, l'argument principal, c'était la découverte donc, de ces cantines contenant de l'argent, 1 milliard 900 millions de francs CFA appartenant à l'ancien directeur général des douanes. Mais on demandait juste à M. Guiro de justifier la possession de cette fortune, disons. Alors qu'on sait qu'en matière d'accusation, la charge de la preuve appartient bien sûr au parquet, à celui qui accuse. Dans ce cas précis, c'est comme si Guiro était présumé coupable. Alors, il devait donc juste justifier la possession de cette somme, alors que le parquet aurait dû apporter des preuves tangibles permettant d'étayer donc ces chefs d'accusation de corruption et d'enrichissement illicite. Donc, c'est un dossier dans lequel il y avait beaucoup de failles et la défense s'est engouffrée. Et voilà, ça a donné les résultats qu'on connaît. Donc pour les observateurs, ce verdict-là était attendu? C'est un verdict, sincèrement, pour tous ceux qui ont suivi ce procès de bout en bout.
on sait très bien que l'opinion, bien sûr, ne peut être surprise au regard, donc, en tout cas, de l'écho qu'on avait connu à l'époque de l'arrestation de l'ancien DG. Mais véritablement, il faut dire qu'au regard du procès, au regard des débats et des arguments des uns et des autres, c'est un verdict que nous avons trouvé conforme. Alors, ce verdict a été prononcé. Quelles ont été les réactions des uns et des autres à l'annonce de ce verdict-là? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le verdict a été prononcé très tard hier dans la nuit, aux environs de minuit, après près de 6 heures de délibéré. Mais dans la salle, bien sûr, les soutiens de Ousmane Guiro, à savoir donc ses proches, ses conseils et lui-même étaient bien sûr satisfaits. Parce que la principale information, c'est qu'il repart libre, il ne va pas aller en prison. Il a écopé de 2 ans de prison, mais avec sursis. Donc c'était vraiment la joie dans ce camp. Par contre, dans le camp de l'accusation, on peut dire que c'est véritablement un échec. Parce que même la partie civile réclamait 500 millions au titre de dommages et intérêts au profit de l'État. La partie civile a été tout simplement déboutée. Donc voilà les réactions qu'on a pu remarquer hier à l'énoncé de ce verdict-là. Alors, le verdict du procès Guiro satisfait pleinement, Jean-Emmanuel l'a dit, le syndicat national des travailleurs des douanes. Selon son secrétaire général, c'est tout le corps de la douane qui sort lavé de ce procès. Mathias Kadiogo s'exprime au micro de Jean-Emmanuel Ouedraogo. Quand vous êtes en face d'une telle situation, voilà, nous voudrions bien croire que c'est le procès de Guiro, mais au-delà de Guiro, il y a toute une administration où les agents ont bénéficié des mêmes avantages que Guiro. Si on veut renier les avantages que Guiro a reçus légalement, si on veut renier les dons qu'il a reçus des personnes qui sont des amis, des parents, voilà, sans contrepartie, vraiment il faut dire que c'est toute la douane qui est affectée. Et partant de là, nous sommes vraiment soulagés par le verdict qui vient d'être rendu. Et nous remercions vraiment et nous exprimons notre satisfaction à l'endroit des magistrats qui ont pris les responsabilités, à l'endroit des jurys qui ont pris les responsabilités. Donc toute la Cour vraiment a rendu une décision qui honore la justice burkinabé dans son ensemble. Merci. 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 Alors Jean-Emmanuel, est-ce que le procès Guiro n'était-il pas un procès pour l'exemple? Oui, c'est ce que d'ailleurs la défense a dénoncé. Parce que selon la défense, on a voulu faire de M. Ousmane Guiro un modèle, un symbole en fait de la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Alors cela me permet peut-être, pour rebondir sur ce que le secrétaire général du syndicat des douanes vient de dire, de relever un point du réquisitoire du procureur général qui a estimé en fait que à la lumière des débats, il fallait peut-être revoir les textes qui accordent certains avantages, par exemple, au corps des douanes. Parce que la défense a démontré qu'en 10 ans, de 2001 à 2011, M. Guiro a pu, en tout cas, recevoir de façon légale, au titre de ces différentes primes, environ 500 millions de francs CFA. De façon tout à fait légale, mais c'est lié aux différents avantages attachés donc à ces fonctions. Et donc le procureur a estimé qu'au-delà de ce procès-là, c'est peut-être là qu'il faut également regarder, parce que vu ces avantages, ce sont des sommes qu'il aurait pu se constituer de façon tout à fait licite. Est-ce que le ministère des Finances est prêt à mettre un coup de pied dans la fourmilière? Bon, peut-être les jours à venir nous diront. De toutes les façons, en l'état actuel, les deux parties, comme on l'a dit, ont 5 jours pour se pourvoir en cassation. Peut-être que ce n'est pas fini. Merci beaucoup Jean-Emmanuel Ouedraogo pour toutes ces précisions sur le verdict dans l'affaire Ousmane Guiro. Agir ensemble pour un développement urbain durable, c'est autour de ce thème que se déroule la 10e édition du SICABAT, le Salon international de la construction, du bâtiment et des travaux publics. Au CIAO, les acteurs du bâtiment échangent et mutualisent leur énergie pour relever les nouveaux défis liés à l'urbanisation. Tanga Kafando. Au pavillon du Soleil Levant, dans l'enceinte du CIAO, le monde de la construction, du bâtiment et des travaux publics s'expose. Le savoir-faire des entreprises nationales et internationales se côtoie à la 10e édition du SICABAT, le Salon international du bâtiment et des travaux publics. Une édition célébrée sous le thème « Agir ensemble pour un développement urbain durable ». Depuis 2008, le gouvernement a lancé un gigantesque programme qui est la construction de 10 000 logements sociaux
Aujourd'hui, il y a beaucoup de promoteurs étrangers qui viennent. Et je crois que SICABAT, c'est une occasion pour eux, en tout cas, de venir vers le Burkina et aussi d'expérimenter la technologie qu'eux connaissent mieux. Cadre d'échange et de rencontres entre professionnels du bâtiment et des travaux publics, le SICABAT a 10 ans. Et 10 ans, c'est un bilan, mais également des défis pour l'avenir. Il faut travailler à faire venir de l'expertise étrangère, telle que des promoteurs étrangers. Et c'est le défi que nous sommes lancés. Vous avez vu aujourd'hui, nous avons déplacé une dizaine d'entreprises tunisiennes qui sont venues. C'est un travail qui a été fait depuis longtemps. Nous sommes déplacés plusieurs fois en Tunisie. Ça coûte de l'argent. Il faut trouver des partenaires. Il faut les mettre en confiance. Il faut leur dire qu'il y a des choses à faire sur le Burkina. Et c'est ça le nouveau défi que nous sommes en train de faire. À cette édition, les entrepreneurs venus de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie, du Maroc, du Mali, du Bénin et du Burkina Faso ont pris d'assaut les stands pour vendre leur expertise et proposer des solutions. Le SICABAT 10e édition se tient sous le parrainage du ministère en charge de l'Habitat et sous le sponsoring officiel de Simfaso. Une initiative privée pour promouvoir l'élevage au Burkina, le programme avicole modèle 35.5, l'ALENABA, a été lancé samedi 13 juin à Dapelgo dans l'Oubritanga. Ce programme devrait permettre aux ménages du Burkina de lutter contre la pauvreté à travers les dotations de 35 poules et de 5 coqs de race locale. Claudine Dimabio Bikaba. Le modèle avicole 35.5 du Lalé Naba Tigré a été lancé à Tampelga, dans la commune de Dapelgo, région du plateau central. Un modèle qui consiste à mettre 35 poules et 5 coqs de race locale dans une basse-cour. Et ce sont 40 personnes venues des provinces du Burkina qui bénéficient de ce programme. Passionné d'élevage en général et de poules locales dont les intérêts sont multiples, j'ai choisi d'aller à la promotion de l'emploi des femmes et des jeunes à travers cette filière. Depuis longtemps que j'essayais de monter quand même un petit projet pour moi-même, et je n'y arrivais pas. Grâce à ce projet-là, j'arrivais à monter quelque chose de durable. Ce programme a reçu le soutien du gouvernement et de l'ambassadeur de Chine-Taïwan qui l'a financé à 15 millions de francs CFA. C'est toujours des bons programmes pour aider la population de quitter la pauvreté. Un financement pas tellement important, mais on voudrait faire un projet de pilote pour attirer aussi les autres bailleurs de fonds. Une visite du site de Larlé a été effectuée à cette occasion-là. Les basses-cours d'expérimentation, le site de production des briques en carrière, qu'il considère être adapté à l'élevage et à un moindre coût. Les visiteurs du jour ont pu voir aussi son champ de moringa d'1 hectare. Le lien entre les changements climatiques et les zones humides a été développé mercredi dernier à Ouagadougou au cours d'un point de presse. L'association Média Vert a initié cette rencontre pour contribuer à la lutte contre la dégradation des sols et la perte de la biodiversité. Ce panel a aussi permis d'informer l'opinion publique sur le risque d'assèchement qui menace les zones humides. Sibidi Issa Lankwande. La désertification, la dégradation des sols et la perte de la biodiversité sont engendrés par les changements climatiques. À la faveur de la Journée internationale de la désertification, l'association Média Vert et la Fondation Naturama ont initié des échanges sur la conduite à tenir pour protéger les zones humides des effets du changement climatique. Nous avons parlé des zones humides sous l'angle des communautés qui vivent et qui exploitent ces zones humides, qui vivent et qui payent aussi le prix de vivre avec ces zones humides et de l'importance de travailler avec les communautés. Les journalistes et communicateurs de Média Vert entendent accompagner cette démarche. Ils comptent pour ce faire mener des activités d'information et de sensibilisation pour une utilisation rationnelle des zones humides. Quand on regarde les conséquences de ces changements climatiques, on se rend compte que c'est vécu par nous autres populations à la base. Nous nous sommes dit, on va instaurer le débat, on va échanger et on verra qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que les populations ne soient plus exposées aux conséquences de ces changements climatiques. Selon la Fondation Naturama, 2015 est l'année dédiée à la lutte contre les changements climatiques et à la promotion d'une agriculture responsable. Par conséquent,
Il faut protéger les zones humides pour que les populations riveraines puissent accroître leurs moyens de subsistance. Un système d'adduction en eau potable pour la localité de Mané dans le San-Matenga. 7 nouvelles bornes fontaines ont été construites dans le cadre du projet d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement de la région du Centre-Nord. C'est un projet financé par l'Agence française de développement pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable dans leur environnement immédiat. Reportage Aboubakar Sayon. Fini les longues files d'attente devant les puits et autres forages pour les populations de Mané. Elles ont désormais accès à l'eau potable grâce aux bornes fontaines réalisées dans le cadre du projet d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement de la région du Centre-Nord. On parcourait 7 à 8 km pour aller chercher de l'eau. Maintenant que nous avons les fontaines, ça nous facilite beaucoup la tâche. Ce projet a été réalisé avec l'appui financier de l'Agence française de développement qui y a investi plus de 4,5 milliards de francs CFA. Sans eau, on ne peut pas vivre. Donc c'est une très grande satisfaction d'être ici aujourd'hui et de voir la qualité de cette réalisation. Une réalisation qui intègre une station de traitement de l'arsenic afin de rendre l'eau beaucoup plus potable. Mis en œuvre depuis 2010, le projet a construit 7 adductions d'eau potable simplifiées AEPS, 124 forages, 200 latrines familiales et 17 blocs de latrines publiques. L'exploitation qui en sera faite avec les opérateurs, avec la communauté, sous la surveillance de l'administration, nous permettra de réaliser cette gestion tripartite que nous souhaitons. Selon le ministère en charge des ressources hydrauliques, ces réalisations ont permis d'augmenter de 66 000 le nombre d'habitants desservis en eau potable dans la région du Centre-Nord et d'améliorer considérablement l'accès des populations à un assainissement adéquat. Une nouvelle association des professionnels du secteur privé de la sécurité a été créée au Burkina. Le Conseil national des activités privées de sécurité et de sûreté se donne pour mission de rendre plus professionnelles les activités du secteur en la matière. C'est aussi une interface entre le secteur privé et le ministère en charge de la sécurité. Reportage Bouma Ernest Nébier. Une association regroupant des professionnels du secteur privé de la sécurité existe au Burkina. Il s'agit du Conseil national des activités privées de sécurité et de sûreté SNAPS, créé le 3 septembre 2014. Il se donne pour mission principale la professionnalisation des activités du secteur de la sécurité privée au Burkina. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de métiers de la sécurité qui dépendent du ministère de tutelle, qui sont agréés par le ministère de tutelle, mais qui n'ont aucune fêtière où pouvoir s'exprimer. C'est ainsi que nous avons décidé de créer donc le Conseil qui réunit tous les secteurs d'activité de manière exhaustive qui sont dans le domaine de la sécurité privée. Le SNAPS est également l'interlocuteur de ces acteurs auprès du ministre de l'Administration territoriale et de la sécurité qui apprécie ici par la voix de son représentant l'initiative. Je pense qu'avec ce Conseil national, nous aurons beaucoup plus d'éléments qui vont épauler les forces de sécurité qui existaient dans la sauvegarde des biens et des hommes. Et c'est par des sessions de formation que le SNAPS a ouvert son programme d'activité ce jeudi 18 juin 2015. Des sessions de formation qui portent sur les thèmes de la cyberattaque et la gestion des conflits dans les entreprises du Burkina. La convention des hommes d'affaires du plein évangile a eu lieu ce week-end. Cette première édition, dont le thème était « Le surnaturel divin dans les affaires », a été une occasion pour les participants de se pencher sur l'éthique chrétienne vis-à-vis des affaires. Les opportunités de prêt et les dangers qu'ils pourraient susciter ont été aussi évoqués. Ismaël Diloma Sirima. Ils sont des hommes d'affaires chrétiens et ils sont réunis pour chercher ensemble des moyens pour faire leurs affaires selon les recommandations divines. Pour cette première convention, plusieurs thèmes tels que le prêt bancaire et les affaires, opportunités et dangers seront traités. Si vous voulez réussir du point de vue économique sur cette terre-là, il y a des lois économiques. Il y a la loi de l'offre et de la demande, il y a plusieurs lois de l'équilibre dans l'entreprise, mais il y a maintenant
en tant que chrétiens, des lois que nous allons ajouter, des lois spirituelles qui vont permettre aux gens, la loi de la sagesse, la loi de la connaissance, la loi de l'intelligence. Avant de s'étaler largement sur la question du spirituel divin dans les affaires, la convention a été confiée à Dieu par des prières et animée par des cantiques. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui se jettent dans les affaires, mais il y a plus de corruption. Et nous demandons au Seigneur de nous aider pour qu'au Burkina, nous puissions avoir des hommes exemplaires qui pourront se lever. Et c'est en faisant ainsi que nous pouvons apporter une transformation dans notre pays et que nous pouvons aider à construire notre pays. Le président des hommes d'affaires chrétiens a profité d'inviter ses pairs à marcher selon l'éthique chrétienne, car, dit-il, avec Dieu, l'on a toutes les clés du succès. La 3e édition de la rencontre administration secteur privé de la culture s'est penchée sur la question de la piraterie qui fait perdre chaque année au secteur de la culture plus de 4 milliards de francs. Droits d'auteur et développement des industries culturelles, quelle stratégie de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques, thème retenu pour lancer la réflexion. Ini Janine Kambiré, précision. Droits d'auteur et développement des industries culturelles. Quelle stratégie de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques? Ce thème de la 3e rencontre administration secteur privé de la culture est évocateur dans un contexte où le numérique est en phase de prendre le dessus sur les produits physiques comme les cassettes et les CD. Des œuvres téléchargées par-ci par-là, une nouvelle équation à résoudre. Voir quelles sont les nouvelles formes de lutte contre ce genre de téléchargements illégaux et comment la production peut aussi être encouragée quand ceux qui créent ne retirent rien après avoir mis sur le marché leurs produits. La piraterie est un fléau qui fait perdre chaque année aux acteurs et aux industries culturelles des sommes colossales. Et je sais qu'une étude qui avait été faite par le BBDA autour des années 2010 indiquait que la perte était de l'ordre de plus de 4 milliards et demi de francs dans les différentes filières. Et cela est extrêmement important et nous savons que notre marché est largement gangréné par des produits illicites. Les acteurs de la culture restent convaincus qu'à travers les propositions concrètes qui sortiront de cette rencontre, ils pourront fédérer leurs efforts et être beaucoup plus efficaces et efficients dans la lutte contre la piraterie, ce qui leur permettra de vivre de leurs œuvres. Nous enchaînons avec la fête de la musique qui est célébrée aujourd'hui à l'occasion de la fête de la musique 2015. Zoom sur un artiste musicien burkinabé qui a traîné sa bosse sur toutes les scènes musicales. Moussa Joseph Salambéré, dit Salambo, l'homme du peuple, a plus de 4 décennies de carrière musicale derrière lui et 7 albums dont le premier est sorti en 1974. Salambo s'est confié à Haruna Mari. L'homme du peuple, c'est un Moussa Joseph Salambéré dit Salambo est un artiste musicien burkinabé évoluant dans le tradit moderne. Avec une quarantaine d'années de carrière musicale, le septuagénaire totalise dans son bac à disques 7 albums et plus de 80 chansons. Je ne chante pas pour louer quelqu'un, je chante pour le peuple. Et c'est à partir de ce moment qu'on m'a donné Salambo, l'homme du peuple. Son premier album a aujourd'hui 41 ans. Comparativement à d'autres artistes de son époque, Salambo, qui a été technicien d'agriculture, n'a pas évolué au sein d'un groupe. C'est pour ça que certains, par erreur, disent que non, que Salambo, il ne sait pas jouer en live. Ces gens se trompent. Ils se trompent lourdement. Parce que je n'avais pas le temps. Les orchestres jouent en général de 21h à l'aube. Est-ce que je pouvais jouer de 21h à l'aube et être à 7h dans mon bureau? C'était pas possible. Voilà pourquoi j'étais assez loin des orchestres. S'agissant de la production musicale burkinabé, voici son appréciation. Avant, nous mettions l'accent sur le message. Présentement, ils mettent l'accent sur le rythme. Officier des arts depuis 2012, Salambo, l'homme du peuple, a également reçu en 2006 un Koundé d'honneur. Pour booster la production musicale burkinabé,
l'artiste a sa petite idée. Il faut que l'État nous aide financièrement. Pour ce natif de Komi-Yanga dans le Kouloupelgo, la célébration de la fête de la musique est une initiative salutaire. C'est une fête qui permet à l'artiste d'être en symbiose avec son peuple et pendant un bon nombre de jours. Donc, c'est une fête aussi qui permet à l'artiste de prendre confiance, de savoir que ce qu'il fait n'est pas une mauvaise chose. Parce que, en fait, l'artiste, ce sont les oreilles, les yeux et même la bouche et la conscience du peuple. Mais après une quarantaine d'années de carrière, l'artiste vit-il de son art? Je vis normalement. Décemment, bon, l'objectif est trop fort. Je vis normalement. Fonctionnaire à la retraite, Salambo consacre son temps à sa famille et à la musique. Il nous confie avoir en projet la célébration de ses 40 ans de musique. Une triste nouvelle qui contraste avec cette ambiance festive. Notre confrère Symphorien Somda, ex-directeur de la RTB de Nord, nous a quittés hier nuit à l'âge de 52 ans. Symphorien Somda était hospitalisé depuis quelques jours à Yalagado Ouedraogo. À la famille éplorée, nous présentons nos sincères condoléances. D'autres informations sur l'inhumation vous seront communiquées au cours de nos prochaines éditions. Fin de cette édition et d'une semaine avec vous. Wendata Nathalie Kaoré sera fidèle demain au poste à partir de 13h15. Excellent après-midi à toutes et à tous.